Mira, Antonio, ven. ¿Y mamá? Un cerdito. Nada, pero de 80 arrobas. No. Ya que te Como eche. de la raja escuela. Donc contrairement à d'autres maisons, on ne devait pas voir les animaux de sa table parce qu'il devait y avoir un grand mur qui séparait les tables de l'habitation. Donc c'était bien séparé. Donc c'est ici qu'elle a vécu la dernière propriétaire. Donc ici on a un film qui passe sur le tailleur, brodeur, tisserand, repasseur de coiffe. Et dans l'expo ici, c'est la première animation de l'après-midi. Les costumes, donc bien arriver à 14h, parce que si vous arrivez à 14h20, ça sera presque fini. Elle s'en ira à sa prochaine animation. Et donc c'est les costumes, donc la différence entre costume de travail et costume du dimanche. L'accueil, la partie accueil à l'époque, c'était sa grange. Alors, vous avez vu la grande roue en pierre. Donc la grande roue en pierre, c'est ce qu'on appelle la meule. Elle servait à broyer de la jaune. Pour donner aux vaches, ça faisait un beurre jaune. À broyer les pommes quand c'était la période de faire le cidre. Et dans d'autres régions, des roues assez similaires pour broyer les noix et les olives. Alors bien sûr, la propriétaire, elle avait sa partie courtine, jardin, tout près de chez elle. Et donc là, on va s'avancer un petit peu vers le jardin. Donc là, on a le potager avec des légumes d'autrefois. Donc vous pourrez voir un petit peu les panneaux explicatifs sur les légumes. Alors plus particulièrement ici, on a le millet pour faire de la bouillie de millet, à l'eau en semaine et au lait pour les grandes occasions, c'est-à-dire mariage, baptême, fête, cérémonie. Donc on récupère les petites graines pour faire de la bouillie. Alors, donc c'est semé avril-mai et on va le récolter en septembre. Il va encore un petit peu pousser normalement. Et ici, donc on a le blé noir qu'on appelle aussi sarrasin. Donc en fait, qui n'est pas une céréale, qui fait partie de la famille des polygonacées. Parce qu'elle fait des fleurs et les graines sont dans les fleurs. Et donc elle est arrivée en France, en Bretagne tout d'abord, parce que c'était connu en pays d'Orient, donc c'est venu en France par les croisades au XIIIe siècle. Donc ça poussait facilement en Bretagne parce que les sols n'étaient pas forcément riches et pour le blé noir, il ne faut pas forcément une terre riche pour qu'il pousse. D'ailleurs, si on met du blé noir dans un champ et que l'année d'après on remet une autre céréale, on retrouvera du blé noir parmi, systématiquement. Donc on commence un petit peu à voir les petites graines, avec les oiseaux. Donc voilà, donc c'est ça, ça commence un tout petit peu. Et donc on fait des crêpes, des bouillies, des galettes. Avec. Donc là, voilà un petit peu les deux exemples de plantes. Et tout à l'heure, quand on rentrera dans la maison, je vous montrerai plus particulièrement la graine de blé noir et la graine de millet. Donc là, on va s'avancer au centre. Voilà, donc là on est au centre du village. Donc Poulpetant veut dire le lavoir de la fontaine. Poule, lavoir, petant, fontaine. Donc il existait tel quel au XVIe. C'est pas des maisons qu'on a implantées pour faire un site, il existait tel quel. Et le propriétaire à l'époque était le comte de Mémorey. Donc il siégeait au Parlement de Bretagne. Donc c'est lui qui avait la plus grande partie du village et il y avait plusieurs autres propriétaires. Alors déjà, la plus vieille maison qu'on retrouve, c'est ici, la maison Tillise. Ensuite, ce qui a été construit, c'est la grande longère là-bas où on est passé devant et agrandi ici au fur et à mesure pour terminer tout le long ici. Donc dans le village vivaient 5-6 familles qui faisaient à peu près 40 personnes et qui se partageaient 40 hectares. Donc en fait, le grand champ, quand on arrive sur votre gauche, il appartenait au village.
Donc c'est la partie labour, c'est là où ils faisaient toutes les cultures. Donc 5-6 familles. Donc déjà dans la grande longère ici, il y en avait 3. Il y avait une famille où ça s'arrêtait au niveau de l'escalier. Et il devait y avoir probablement un autre escalier pour aller à la porte du haut. Parce qu'il n'y avait pas d'escalier intérieur, on passe toujours par les escaliers extérieurs. Et la 3e maison, c'est la maison Tilos. Tilos, c'est le bout du village. Parce qu'en fait, l'entrée principale du village à l'époque, c'était entre la maison Tilouise et la taverne. C'est pas par où vous êtes rentré. Comme ça, la propriétaire, elle était bien à l'écart, tranquille du village. Et donc, du coup, la partie parking, à l'époque, c'était la partie labour. Alors, donc dans les années 1970, la dernière propriétaire, Marianne Lebellec, une fille Olivier. Et donc la famille Olivier, en se mariant de génération en génération, à chaque fois, elle avait un petit bout du village. Donc elle avait les 2 tiers du village et un tiers était partagé entre 2 autres propriétaires. Et donc désertification, tout le monde partait en ville trouver du travail, donc elle se retrouvait toute seule au sein du village. Donc plus de locataires, donc plus d'entrée d'argent, donc plus les moyens de restaurer. Donc elle a vendu en 1976 à l'ASBAFER. Donc l'ASBAFER, Société bretonne des aménagements fonciers et ruraux. Et puis la commune de Kissinic, dont on fait partie, a racheté le village en 1977. Et donc à partir de 1979, ils ont fait 13 années de travaux, de 1979 à 1992. Et ils n'ont acheté que 12 hectares, que côté Blavet, ce qui les intéressait. Donc ils ont formé une association, l'association Poulfetant. Et donc à l'aide des bénévoles, ils ont reconstruit le village, donc dans leur connaissance. Donc cette association a duré jusqu'en 2001. Et après, c'est la Sage-et-Mort maintenant qui gère le village. Mais il appartient toujours à la commune de Kissinic. Donc on a commencé à visiter le village en 85 avec une maison, une animation et l'ensemble des maisons et des animations depuis 1992. Alors les murs c'est du granit, les toits c'est du roseau, mais bien sûr avant c'était la paille de sec, mais la paille de sec c'est trop petit, c'est cassé avec les machines et dure moins longtemps. Au bout de 25 ans la paille de sec peut tout refaire, tout recommencer, tandis que le roseau peut aller jusqu'à 50 ans si on fait très attention. Donc c'est-à-dire enlever la mousse qui pousse sur le toit et rajouter du chaume où ça fait des trous. Donc c'est une épaisseur de 40 cm à peu près, donc très étanche. Donc celui-ci et celui là-bas, ils sont neufs, ils ont été refaits pendant l'hiver. Donc voilà à quoi sert votre visite du village, la protection. Alors sur le haut du toit, donc c'est du fêtage. Donc le fêtage, c'est terre contre terre et herbe contre herbe et on met des iris. Donc les iris, c'est une plante marécageuse donc qui permettait d'aspirer toute l'humidité du toit et de maintenir le toit. Et parmi les iris, on pouvait mettre de la joubarbe. La joubarbe, c'est une plante grasse qui permettait de servir de paratonnerre. La charpente, c'est du châtaignier parce que Kissinic en breton veut dire forêt de châtaigne. Donc beaucoup de cultures de châtaigne à l'époque qu'ils mangeaient au moment des châtaignes avec du lait frigo et du lait caillé. Alors, comme vous pouvez voir, les ouvertures des maisons sont petites. C'est pas parce qu'ils étaient petits à l'époque. D'une part, ça servait à garder la chaleur dans la maison. Et d'autre part, ils payaient les impôts sur la grandeur des ouvertures. Plus elles étaient grandes, plus ils payaient des impôts. Maintenant, ce nombre de portes-fenêtres qu'on a en façade des maisons, mais à l'époque, c'était la grandeur. Les 2 petites fenêtres, là-haut, ce sont des faîtières qui sont ouvertes pour l'aération des céréales qui se trouvent au grenier à grains. Et au niveau du rosier, à l'angle du mur, vous avez une tête sculptée. Donc en fait, ce sont des seins protecteurs. Ici, beaucoup de seins protecteurs en Bretagne. Alors, au centre du village aussi, là-haut, il y avait l'air à battre pour le battage au fléau. Alors bien sûr, c'était refait avant la grande moisson parce que les animaux, le passage des animaux, des charrettes, de la pluie, donc tout ça a été défait, donc il faut que ce soit bien plat. Donc tous les hommes se regroupaient, décidaient tel jour on va refaire l'air à battre. Et hop, tout le monde se retrouvait au centre du village et refaisait l'air à battre. C'était un des travaux qu'ils faisaient en commun. Alors comme vous pouvez voir, il y a des belles pierres sur l'auberge de la taverne. Donc on peut penser que ça a été pris sur des manoirs en ruine lors de la construction du village. Un petit peu trop belle
pour être quand même sur un corps de ferme. Alors, des maisons pouvaient devenir des étables et des étables des maisons selon l'usage qu'on avait besoin. Et donc là, on va s'avancer. C'est en fait une sorte de quittance. Donc s'ils avaient les moyens de payer le loyer, ils payaient. S'ils n'avaient pas les moyens, ils partaient. Donc du coup, très difficile de savoir combien de personnes ont pu passer au village. Parce que s'ils n'avaient pas payé le loyer, ils n'étaient pas répertoriés sur la liste des personnes ayant vécu au village. Donc l'arbre généalogique, un peu compliqué à faire. La vigne qu'on peut retrouver sur les maisons, donc c'était un peu une protection en fait. Ça servait pour conjurer le mauvais sort, pour que la maison soit plus féconde. C'était un signe de fécondité, la vigne. Donc là, on va rentrer dans l'intérieur. Donc là, on est dans un intérieur breton, intérieur 19e. Donc en fait, tout ce qu'on relate, tout ce qu'on retrace est en rapport au 19e. Et donc toutes les animations que vous verrez cet après-midi, c'est en rapport au 19e. Alors, donc ici, la maison, elle était séparée en deux parties. Partie habitation de ce côté-ci et partie animaux au fond de la pièce. La partie où vous êtes, c'était la partie animaux. C'était séparé par une cloison à claire-voie au niveau de la porte. D'où les trois petites niches que vous avez derrière, c'est la niche des poules. En hauteur, d'une part, pour éviter que les autres animaux ne les cassent, mais aussi quand elles vendaient les œufs, au moins ils n'avaient pas pondre chez la voisine, c'était très important. Donc ici, on voyait ces animaux de sa table, contrairement à la grande longère. On pouvait trouver un appentis de l'autre côté, donc les niches étaient ouvertes, les animaux dans l'appentis, donc ça ramenait la chaleur dans la maison. Parce qu'à l'époque, ça source de chauffage, le feu de cheminée et la chaleur des animaux. Alors, la partie habitation, donc la fenêtre, la table devant la fenêtre pour l'éclairage, ça va de soi. Et ici, donc, très structuré, on avait le chef de famille, ici, toujours à la même place. Comme ça, elle avait vue sur la fenêtre, sur la porte et sur ses animaux. Et à côté de lui, donc, la fille aînée jusque la plus jeune. Et en face de lui, le fils aîné jusqu'au plus jeune. Tandis que la mère, elle ne s'assoyait jamais à table. Elle mangeait avant ou après, jamais en même temps. Elle servait, desservait et elle s'occupait des enfants les plus jeunes. Parce que ne s'assoyaient à table que les enfants à partir de 7 ans. Parce qu'à 7 ans, eh bien, c'est l'âge de raison. C'est à cet âge-là qu'on commençait à travailler au champ, donc ils devenaient utiles, et donc ils avaient droit à leur place attitrée. Sinon, avant, c'était sur le banc coq, près de la cheminée, avec la mère et la grand-mère. Alors aussi, à 7 ans, jusqu'à 7 ans, les petites filles et les petits garçons étaient habillés de la même manière, en robe et bonnet. Toujours pareil, c'est l'âge de raison, on commençait à travailler donc, mais aussi la mortalité infantile était très importante et on disait aussi qu'à 7 ans, ils étaient plus ou moins sauvés. Donc on pouvait investir dans des vêtements. Et s'il y avait plus de garçons en âge d'Estratie, eh bien les filles cédaient leur place. Alors ici donc, là on a la mère, M-A-I-E, pour faire lever la pâte à pain et ranger des denrées alimentaires. Et parfois, pour faire lever la pâte à pain, on pouvait trouver un tout petit plafond au-dessus de la table. Le plateau pouvait être beaucoup plus épais, comme ça les écuelles étaient directement creusées dans la table. On enlevait le plateau, un petit coup d'eau, c'était bon pour la journée. La croix en maquetterie pour poser le pain, comme ça faisait le signe de croix. Ici, on a le pain-réère, le porte-cuillère. Donc chaque personne avait sa propre cuillère. Donc quand ils étaient invités à un mariage ou chez quelqu'un, ils emmenaient leur cuillère avec eux. Ils ne devaient pas l'oublier, sinon on mangeait avec les doigts. Donc la cuillère, c'est du buis, comme tous les ustensiles de cuisine. Et à l'époque, elle pouvait servir aussi en guise de bague de fiançailles. Plus elle était sculptée, plus ça montrait son amour pour elle. Mais si elle était toute simple, ça voulait dire que c'était un mariage arrangé entre les deux familles. Qui était bien sûr plus souvent le cas à l'époque.
Sur aussi s'il y avait un employé dans la maison et qui ne remettait pas sa cuillère dans le paréaire, ça voulait dire qu'il ne serait pas là au prochain repas, qu'il démissionnait. Donc plus simple que la lettre recommandée et aussi compréhensif. Alors la fourchette, bien sûr, il la connaissait, mais il avait très peu l'utilité, comme il mangeait beaucoup de choses liquides, telles que bouillies, crêpes, galettes, soupe. Donc vous n'avez pas forcément besoin de la fourchette. Et le couteau, c'était le chef de famille qu'il avait. Il coupait ce qu'il y avait à couper pour tout le monde. Quand il ouvrait son couteau, on pouvait commencer à manger. Quand il refermait son couteau, ça voulait dire que le repas était terminé. Hop, tout le monde debout, on repart travailler. Tant pis pour celui qui était arrivé en retard, qui mangeait lentement. Et les repas à l'époque, au 19e, se passaient du plus consistant au moins consistant. C'est-à-dire qu'au petit déjeuner, c'était soupe de légumes avec un morceau de lard. Au déjeuner, c'était bouillie d'avoine, bouillie de blé noir. Au goûter, tartine de pain beurré avec un verre de lait Ribot. Et au souper, soupe et bouillie. Donc du plus consistant au moins consistant, c'est ce qu'on devrait faire, mais qu'on ne fait pas. Alors, la pierre qui se trouve dans le coin, c'est tout d'abord pour mettre le cochon à saler, une couche de sel, une couche de viande, une couche de sel, qu'il remplissait et recouvert par un drap et une planche par-dessus. Et presque au fond, on mettait la queue du cochon. Et quand on arrivait à prendre la queue du cochon, ça voulait dire qu'il était temps de tuer l'autre et d'en arracher un autre pour l'engraisser. Comme ça, on savait tout de suite. Quand l'autre saloir, qui est près du lit clos, en terre cuite, le charnier bien sûr, que la plupart d'entre vous connaissent, eh bien cette pierre a servi de réserve d'eau. Ils allaient chercher de l'eau à la fontaine qui remplissait pour la journée. Parce qu'ici vous aurez beau faire le tour, beau regarder, il n'y a pas de puits au centre du village. Et en général, c'était le rôle de la fille aînée d'aller chercher de l'eau à la fontaine tous les jours. Et elle remplissait donc cette pierre. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que des maisons pouvaient devenir des étables et des étapes. Si c'était une étape, ça pouvait servir d'abreuvoir pour les animaux. Alors la fille aînée, elle transportait un seau comme ça, hop, en bois. Donc là, l'eau elle passe à travers. Donc imaginez le bois gorgé d'eau, c'est très lourd. Donc le lance en ferraille, donc très lourd aussi. Donc plein d'eau. Donc c'est très très lourd et bien sûr un de chaque côté, dans chaque main. Donc pour ceux qui veulent essayer, vous allez voir que c'est très lourd. Oh oui, c'est lourd. Donc ça pesait son poids, il faut les descendre à la fontaine. Donc à partir de cette heure, commencer à récupérer de l'eau. Alors les meubles, eh bien toujours disposés tels quels, en enfilade, pour un garde de place et de clarté dans la maison. Toujours l'armoire qui séparait les deux lits clos pour l'intimité. Et les lits clos donc, qui se fermaient la nuit pour l'intimité, pour garder la chaleur. Donc quand tout était fermé, on appelait ça le fond des armoires. Soit le fond du lit était ouvert ou soit le haut. Toujours un des deux. On pouvait même trouver un espace entre le mur et les meubles. D'une part, pour aller se changer et faire leur toilette, parce que même s'ils vivaient tous dans la même maison, ils avaient quand même une certaine pudeur. Et d'autre part, ça protégeait les meubles de l'humidité du mur. Alors, donc, ici, c'est le lit clos des enfants. Je dis bien des enfants, parce qu'ils dormaient à 4-5 dedans, en chien fusil, tête bêche, semi-allongé. Ils ne dormaient pas allongés, parce que pour eux, la position allongée, c'était la position des morts. Et ils étaient très superstitieux, très croyants. Donc ils dormaient sur du genêt, recouvert d'un drap en balle d'avoine, qu'ils changeaient chaque année à chaque moisson. Donc peut-être plus sain que nos matelas d'aujourd'hui qu'on fait plusieurs années avec. Eux changeaient tous les ans. Alors s'il y avait un des grands-parents qui habitait dans la maison, il pouvait dormir avec les enfants. Et s'il y avait les deux, on avait un lit clos à étage ou des lits clos superposés. Comme sur la photo qui est derrière, où il y a la grand-mère qui essaie de descendre. Bien sûr, les grands-parents en bas, les enfants là-haut. Donc ça, si les animaux étaient à même la maison. Mais si les animaux étaient dans la contrée de l'autre côté, on pouvait trouver un troisième lit clos derrière la porte. Donc ça faisait plus d'espace dans la maison. Alors, les petits clous dans les meubles, c'est pas pour faire joli, c'était pour montrer qu'ils étaient riches. Donc allez savoir pourquoi j'ai montrer qu'ils étaient riches à l'époque.
Donc, vous voyez la position des clous, elle forme une croix. Donc, dès qu'ils avaient un petit peu d'argent, ils achetaient des petits clous pour mettre dans les meubles. Et en général, c'était le rôle de la fille aînée, le dimanche matin, avant d'aller à la messe, de faire briller les petits clous, en cas où le curé ferait son petit tour dominical. Il passait le dimanche, ça allait très bien dans les campagnes, manger la viande que le dimanche. Donc, s'il pouvait trouver une bonne table, eh bien, n'hésitez pas. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que le chef de famille avait sa place attitrée. S'il voyait le curé arriver, il disait à sa femme de tout ramasser. Donc, il ressortait des bouillies, des crêpes, des galettes. On lui proposait quand même de s'installer à table. Mais voyant ce qu'il y avait, il déclinait l'invitation. Il disait qu'il y avait d'autres personnes à aller voir. En fait, c'était pour essayer de trouver une meilleure table ailleurs. Donc, les bancs coffres devant les lits pour ranger le linge, pour aider à monter dans le lit. L'horloge, elle est de Pontivy, marque Gousset. C'est un signe extérieur de richesse. Il n'y en avait pas dans toutes les maisons. D'ailleurs, elle ne va pas avec ces meubles ici, parce qu'à l'époque, tous les meubles étaient à la même hauteur. Et donc, en plus d'indiquer l'heure, elle indique la date, parce qu'on a des chiffres impairs de 1 à 31 pour la date. Donc déjà, très bien conçu pour l'époque. Hein. Alors, l'armoire, qui est la date de la mariée. Donc, elle est teinte avec des sang de bœuf à base de minium pour la protection du bois et pour imiter le bois d'acajou, qui est un bois riche. Donc, c'est sa dot. La dot, c'était les draps. Plus on avait de piles de draps dans l'armoire, plus on était considéré riche. Et donc, elle trichait avec les draps. Donc là, je pourrais dire que j'ai 2 draps. Mais si je les plie, il n'y en a que un. Elle trichait. Et s'il y avait du monde important qui passait par là, et bien, comme par hasard, elles avaient quelque chose à aller chercher dans l'armoire pour qu'ils puissent juger la richesse. La voisine qui avait la lampe pendue, par exemple, ou le tailleur. Parce que le tailleur, c'est un travailleur itinérant, il n'avait pas de local approprié, il se baladait beaucoup dans les campagnes. Donc s'il avait pour une semaine de travail, il restait pendant une semaine nourri, logé et blanchi. Donc il était à l'affût de tout, il écoutait tout. Donc le jour où il était là, et bien comme par hasard, elles avaient quelque chose à aller chercher dans l'armoire pour qu'ils puissent juger la richesse. Parce qu'en fait, le tailleur servait d'entremetteur entre les familles pour éviter de faire des mésalliances. On l'appelait le darbodeur. Donc les femmes trichaient avec les draps, mais les hommes, eux, trichaient avec le tas de fumier. Plus le tas de fumier était grand, plus il était bête dans la maison. Donc ce qui faisait une butte de terre et le tas de fumier par-dessus. Alors là, on a le lit clos des enfants. Je dis bien des enfants. Des parents, pardon, excusez-moi. La mère, elle dormait à ce côté-ci du lit pour pouvoir s'occuper du bébé, mais aussi parce qu'elle se couchait la dernière et elle se levait la première. Alors la cheminée, donc le berceau qui était là, donc s'il faisait très froid, il était mis à l'intérieur pour être protégé du froid. Il est sanglé pour éviter qu'il tombe et qu'il se fasse très mal. Langé parce que les Bretons étaient connus pour leurs problèmes de hanches, donc ça permettait de maintenir les hanches bien droites. Et quand elle partait travailler un petit moment à l'extérieur, le berceau il était mis dans le lit, les portes fermées, ça évitait que les animaux qui pénétraient par inadvertance dans la maison n'aillent autour du bébé. Alors, la cheminée, donc, pièce maîtresse de la maison, 3 en 1, chauffage, éclairage, cuisinière, avec donc des niches à l'intérieur, les 2 niches du haut, le lait à cailler, à droite ici le sale à sécher, et en bas, la réserve de cendre tamisée pour la lessive. Parce que la cendre, elle contient de la potasse comme dans nos lessives actuelles. Donc en fait, on n'a rien inventé, c'était déjà. Et on pouvait trouver 2 bancs de chaque côté où l'hiver, on se racontait des petites histoires, tout en filant, brodant, faisant des manches à outils ou des paniers. Et on dit même qu'il y aurait 2 côtés dans la cheminée, côté homme et côté femme. Parce que la pierre qui est là, eh bien, elle est différente de celle-ci. L'andouille qui est en fumée dans la cheminée, le brenec, c'est de la graisse de porc salée qu'on servira à cuire et à graisser les plaques dans la cuisine. Donc en fait, c'est la couenne qu'on récupère entre les côtes, qu'on va saler et qu'on va entourer de... C'est la graisse, la panne de porc, pardon, je reprends. La panne de porc qu'on récupère entre les côtes, qu'on va saler et entourer de couenne pour être protégé. Dans le coin, on pouvait trouver un vaisselier. Mais souvent, les vaisseliers se mettaient au niveau de la cheminée. Donc du coup, s'il y avait les animaux dans la maison, les grands-parents qui habitaient avec eux, eh bien,
et que le vaisselier se mettait au niveau de la cheminée, on pouvait trouver aussi le lit clos des grands-parents. Donc voilà une autre façon de voir la position du lit clos des grands-parents. Le sol, il est en terre battue, donc c'est un mélange d'argile, de sable et de terre qu'on appelait terre à crapaud. Donc quand ils refaisaient le sol, tous les meubles allaient dehors, ils piochaient la terre, ils allaient dehors et ramenaient de la nouvelle. Et ensuite, tous les gens du village venaient dans cette supe pour bien aplatir le sol. Joindre l'utile à l'agréable, dirait-on. Et le nom de la danse, c'est le pilet menu. Donc à peu près tous les 2 ans et demi, qu'ils refaisaient le sol. Alors, là-haut, c'est le grenier à grains que vous pourrez aller voir après la visite, tranquillement. Donc, partie habitation, on retrouvait les céréales. Partie animaux, on retrouvait le foin. Donc, comme ça servait d'isolation. Et en retour, le feu de cheminée séchait les céréales et les animaux séchaient le foin. Donc, il n'y avait pas d'escalier intérieur. On passait toujours par les escaliers extérieurs. Et donc, l'emplacement de l'escalier, ça pouvait être la soue à cochon. Donc le plafond n'était pas comme ça, c'est des poutres et du torchis. Torchis, c'est un bout de bois entouré de terre mélangé avec la paille. Et comme c'est pas très rectiligne, les vieux draps de chambre qui commencent à être usés, on va les mettre par-dessus pour empêcher les graines de tomber en bas. Et aussi, ça aide à ramasser les dernières céréales. Donc vous verrez là-haut des barattes à manivelle qui sont au 20e, tandis que nous on utilise la baratte à pilon qui est au 19e. Et il y a une petite charrette, c'est la charrette du chiffonnier. Petite parce que le métier de chiffonnier ne rapportait pas beaucoup. Donc le chien ou la chèvre ne coûtait pas cher en nourriture par rapport au cheval. Voilà, donc là, c'est la graine de blé noir que je vous parlais tout à l'heure dans le petit jardin. Donc il ressemble un petit peu aux lentilles. Vous allez pouvoir faire passer pour mieux voir. Et là, la graine de millet, pour faire la bouillie de millet. Donc c'est du millet qu'on va mettre dans le lait une fois qu'il aura bouilli, qu'on va toujours tourner, sinon ça reste au fond et ça colle. Donc nous, quand on l'a fait ici sur le feu, on a pour 1h30 à tourner. Après que le lait a bouilli, qu'on a mis le millet. Donc ça va éclater, dégager de la farine, et dès ce moment-là, on rajoutera les œufs et le sucre. Donc ça ressemble un petit peu au riz au lait, au gâteau de semoule. Donc les 2 pierres superposées qu'on a juste à côté par terre, c'est le pile-mille, pour enlever l'écorce autour des céréales. Là. Donc ici, crêpes de blé noir. Là, on a une chemise en chanvre, très rêche. On dit que le chanvre fait 4-5 générations, que c'est l'ancêtre du grand grain. Donc s'il y avait des employés et qu'elles avaient des chemises neuves, elles donnaient d'abord aux employés. Une fois que c'était un petit peu moins rêche, elles récupéraient pour elles. Donc les peaux mortes à l'époque, non, il n'y avait pas un gommage automatique, ça se faisait automatiquement. Donc là, on voit bien qu'elle n'est pas beaucoup été portée. D'une part, elle a sa couleur d'origine, et puis quand on touche, on voit bien qu'elle est toujours aussi rêche. Donc c'est la nouvelle collection de chez Christian Dior. Voilà, vous allez pouvoir faire passer, la toucher, vous allez voir que c'est assez rêche. Hein. Donc le lin, c'est la même chose, sauf que c'est un petit peu plus fin et un petit peu moins rêche. Donc ça, c'était plus pour les familles les plus aisées. Ici, dans les basses campagnes, c'était le chanvre. L'événement en chanvre, drap en chanvre. Et l'événement, autrement, c'était un mélange de lin-laine, chanvre-laine. Lin-laine, bien sûr, pour les familles les plus aisées, chanvre-laine dans les campagnes. Donc voilà, pour ce qui est de l'intérieur, donc n'hésitez pas à repasser pour mieux voir, hein, parce qu'on est assez nombreux quand même. Et donc on va poursuivre la visite dehors, faire un petit tour encore. J'ai quelques explications à vous donner. Les avantages et les inconvénients du rouet et de la quenouille. Et vous verrez aussi qu'il y a plein d'échantillons de laine. Ce sont des essais qu'on a fait depuis plusieurs années. Avec les feuilles des arbres, pelures d'oignons, fans de carottes, fans de patates, écorce des arbres, les orties, les ronces. Vous voyez, le tri sélectif, on le faisait à l'époque déjà. On n'a rien inventé là encore non plus. Alors, donc vous verrez les couleurs quand même, c'est beaucoup de tons vert, jaune, orangé. Et les couleurs peuvent varier si on utilise la fonte ou le cuivre. Si on utilise que la racine, que la tige ou que la plante en entière, bah, la couleur elle peut varier aussi. Et le temps de cuisson fait beaucoup aussi. Dans une vitrine, on a un essai où toutes les demi-heures, on enlève un petit bout de laine et on voit donc l'évolution de la couleur. Donc, et bien sûr, la laine, elle était préparée avant, c'est-à-dire qu'elle était mordancée avec de la pierre d'Alain.
La pierre d'alar, c'est un fixateur parce que s'il n'y a pas de fixateur, au premier lavage, la couleur, elle part. Et à l'époque, ils pouvaient utiliser aussi l'urine de cheval pour fixer les couleurs parce que ça contient de l'ammoniac. Le cellier, Tichifre, c'est la représentation d'un cellier. Vous verrez broyeur à pommes, pressoir et des explications sur le cidre. Et donc à côté, on a l'alambic pour transformer le cidre en eau de vie. C'est la cidrerie. Le courtil, c'est là où on rangeait le matériel, comme dans les petits abris en genêt. Et donc les repas de village, comme les mariages, les baptêmes, les communions, tout se faisait là. Quand on avait terminé la grande lessive, la baguette brasse, quand on avait terminé la moisson, ou qu'on était chez quelqu'un en train de refaire le sol de la maison, et ben, ça se terminait par ici, sur le courtil. Donc c'est la lande, c'est la lande, terrain en pente où on ne peut pas cultiver, on ne peut rien faire, juste récupérer le bois de lande ou l'ajonc qu'on appelle pour faire les crêpes, ça fait repartir le feu très vite. C'est pas du gros bois. Alors les cultures, c'est terrain presque plat. Un chemin ici pour aller vous balader, vous avez une vue panoramique sur le Blavet. Les herbiers ont coupé l'herbe pour amener aux animaux qui se trouvaient dans les états. Parce qu'il n'y a pas comme maintenant, il n'y avait pas de champ qui était réservé aux animaux. La châtaigneraie en bas. Le long de la châtaigneraie, on a un petit chemin où à un moment donné, on a une cascade. Et au niveau de cette cascade, c'était l'endroit où l'on plantait du cresson. La cressonnière. L'attrait des vaches en bas là-bas à 17h. Donc ici, en bas, il y a la fontaine, le lavoir. Donc c'est là qu'à 14h30, il y aura la scène des lavandières. Et 3 bassins après le lavoir. Les bassins là, ce sont des routoirs. Comme il y avait un tisserand à l'époque, c'est pour faire pourrir le chanvre. Donc le chanvre va semer en avril-mai. Le récolter en septembre, on va l'arracher donc. Les mettre pendant 15 jours, 3 semaines dans ces bassins pour pourrir. Ensuite, ils vont être mis à sécher, casser avec une broie ou une braie, peigner pour enlever tous les petits résidus qui restent, filer et emmener au tisserand pour faire les voiles, les cordes, les chemises, les pantalons, tout ce qu'on avait besoin. Vous avez un chemin qui monte pour aller voir les poules, les races de poules bretonnes, les coucous de rennes, et un petit peu plus loin, les moutons des Landes. Donc vous avez de quoi faire autour du village. Alors là, on a le fournil, donc il cuit des pains, des brioches, des kouign-amann, tarte aux pommes et d'autres choses encore. Donc c'était en fait que la partie arrière. Et il y avait 3 fours. Il y avait 2 fours à ouverture inversée. Donc il y en avait un ici, à l'emplacement du saule. L'autre était entre la maison Tilouise et la taverne. Four inversé, ils utilisaient le four selon le sens du vent. Si le vent était en plein dedans, ils utilisaient l'autre four. Parce qu'il n'y avait pas la partie habitation juste à côté. Et la propriétaire, elle avait son four à l'emplacement de la roue en pierre. Voilà où étaient placés les 3 fours. Donc ils chauffaient à l'époque les fours avec des fagots, ils retiraient le tout avec un rouable et nettoyaient avec un écouvillon. Et ils pouvaient utiliser une branche de houx pour tester la température du four. Si le houx était bruni, la température était bonne, c'était cramé, c'est que c'était trop chaud. Donc par exemple ici on a le pastel là, pour obtenir du bleu. Donc c'est les feuilles. Et ici à côté là on a la garance. Là. La garance bien sûr elle vient du sud. Mais chez nous on a la plante qui ressemble à la garance qui colle sur l'événement quand on balance. Donc l'effet tatoria de la garance c'est la racine. Donc il faut bien arracher la garance. Donc le rouge. Voilà un peu les 2 exemples de couleurs. Donc le chanvre on le connaît plus sur voile, drap, chemise, corde. Mais il revient de plus en plus dans l'isolation, dans l'alimentation, sous forme de graines de chanvre, huile de chanvre, farine de chanvre. Et donc, qui ont un effet cardiovasculaire et fait diminuer le taux de cholestérol. Alors là, c'est le four du potier en briques, torchis. Donc les poteries, une fois qu'elles sont sèches, on va les cuire. Donc il faut qu'elles soient sèches, sinon elles vont casser pendant les cuissons. Et donc on les range par ici et par le haut. Le feu se fait par là.
Donc il augmente au fur et à mesure et redescend au fur et à mesure. Donc il ne faut pas qu'il y ait des changes thermiques, sinon elle casse. La température du four va jusqu'entre 850 et 900 degrés. Donc très dangereux, c'est pas fait ici. Donc une fois que c'est bien en température, tous les petits trous vont être bouchés ici pour bien garder la chaleur du four. Ensuite, ça va être enlevé pour amener dans un autre four pour être émaillé. C'est pas fait ici parce que bon, le feu il va entre 1150 et 1200 degrés. Donc un petit peu dangereux, hein, ça fait beaucoup de flammes, donc c'est un peu dangereux pour le toit. Et donc ici, vous pourrez voir ce qu'il fait en poterie. Hein. Vous avez l'expo au-dessus de la poterie, qui est la langue bretonne. Ici, Tilos, l'arbre généalogique du village. Des photos qui montrent comment était le village avant la restauration. Des explications sur la fabrication d'un toit en chaume. Et un petit film de 17 minutes qui part sur l'histoire et la restauration du village. Ça goûte les petits oignons sucrés, c'est bon. C'est appétissant. Ça, c'est la moutarde d'ancienne. La moutarde d'ancienne. Oui, tellement. Tu prends pas l'andouille? Là. C'est du pain frais, hein? Ça doit être de la première fournée de ce matin. Ouais. Donc ici on descendait tous les jours pour venir chercher de l'eau pour ramener à la maison. Parce qu'il n'y a pas de puits au village, donc seul moyen d'avoir de l'eau c'était de descendre à la fontaine. Ici. Et puis quotidiennement, avec la voisine avec qui on s'attendait le mieux. Ah bah oui, hein. Et là on descendait laver les chemises, les langes, les pantalons, donc tout ce qu'on avait à laver. Et puis la lessive de drap, la grande buée, la bugade brasse, toutes les femmes descendaient en même temps et choisissaient 3 jours de grande lessive. Donc la grande lessive, donc 2 fois par an, les draps, au printemps et à l'automne. Simplement au printemps et à l'automne parce que les draps, c'est très épais, c'était très long à sécher. Et en été, il y avait les travaux des champs, donc pas le temps forcément de s'occuper de la lessive de draps. Mais à l'époque, la richesse des femmes, c'était les draps, donc on avait suffisamment de piles de draps pour tenir 6 mois dans l'année. On n'est pas sale, hein. Non, quand même. On changeait régulièrement les draps. On n'est pas des cochons, hein. C'est pour ça que j'ai préféré rectifier. Rectifier, on sait jamais. C'est des gens modernes. Bah ouais, ça. Nous aussi, on est un peu moderne quand même. Oui, un peu quand même. Ça se voit pas comme ça, mais si. De 10h du matin à 19h, on est au 20e. Oui, en fait, on nous conserve dans du sel. Ouais. On est au 19e et après on passe au 21e. Ça, c'est grand saut. Ça, pour le coup, on saute loin, hein. Bah ça. Donc ces lessives de draps se faisaient sur 3 jours. Le premier jour, tous les draps qu'on a stockés pendant les 6 mois, on va les descendre, les mettre dans un grand baquet, un drap de chambre, la cendre tamisée par-dessus et de l'eau bouillante. La cendre parce qu'elle contient de la potasse. Et la potasse, Bah ça, les crasses. voilà. Et on laissait ça agir toute la journée, faire son petit effet. Donc on appelait ça l'enfer, parce que ça fumait. Puis le lendemain, tout était mis dans la beurrouette, les 6 mois de drap, avec donc la casse à laver, la boîte à laver, le garde-genoux, carrosse, avec de la paille à l'intérieur, hein, parce qu'on protégeait les genoux. Carrosse, parce que nous on aime bien dire carrosse, ça fait un peu plus chic. Sauf que le prince charmant il est pas avec. Hein. Ah non, Non. ça c'est sûr. Non. T'as juste un carrosse. C'est ça. Même par d'autres occasions, la beurrouette elle sert à autre chose. Oh bah c'est pour ça qu'elle a été créée, moi je te dis. Tout à fait. Ah, une habituée, À apparemment. l'habituée. C'est ça. Ah bah d'ailleurs, il a plus beaucoup de cheveux, il commence à les perdre un peu ici, hein. Je regarde, je fais le tour. Bah oui, nos maturins, quand ils sortent de la taverne, ils marchent plus de garrotte, là. Donc on va les récupérer à la beurrouette. On va pas les laisser aller dans les fossés non plus par là. Et puis ils ont la tête qui touche contre la roue, ils en deviennent tout chauds chez nous. Il y a quelques amateurs. Ah oui, il y a des amateurs. Il y a des qui assument, mais il y a des qui n'assument pas.
nous, on les connaît, hein. Bah ouais, parce qu'ils mettent des cascades, mais nous on la fait pas. Homme à casquette Bah, c'est des hommes à beurette, hein. et homme à chapeau. Bah, c'est les hommes qui sont au bistrot, dis donc. Voilà. Ah, vous connaissiez pas ça? Ouais, ça, Vous allez voir, c'est radical, on le sait tout de suite. Ah bah nous, oui, on nous la fait pas. Hein. On a le battoir. Oh là là, ça va falloir changer ensuite. Hein. Le battoir. Donc premier usage, taper sur les draps. Deuxième usage. Deuxième usage qui va de pair avec la beurette. Sur le mari. Les maturins, bah, ils sortent avec la beurette, ils sortent de la taverne. Mais le battoir, c'est quand ils restent collés au comptoir. On rentre et on y va à coup de battoir. Ça les décolle plus facilement. École. Ouais, elle fait que chanter comme si on avait un accent. On peut se dire peu cher ou peu cher, on parle de bonne habitude. Ouais. Ah, puis là, c'était une sacrée croyante, hein. Avec sa bonne mère aux bonnes mères. Enfin, c'est pareil, hein. Alors, donc nous, bien sûr, c'était du savon noir à base de centre et de graisse qu'on fabriquait nous-mêmes à la maison. Le lavoir, c'est un lieu privilégié des femmes, donc toutes les femmes descendaient avec leur beurette, mais en général, c'était les hommes qui nous descendaient les beurrettes. Hein. C'était pas nous. D'ailleurs, on a trouvé un beau galant aujourd'hui qui nous a oui, donné la nous boîte. avait sorti. Oui. On a eu un Alors, comme peu par hasard, ils travaillaient dans les champs d'à côté, non pas pour entendre du bruit, mais pour entendre le bruit du battoir. Ils disaient tant qu'ils entendaient le bruit du battoir, aucune nouvelle n'avait laissé des branles. Les plus anciennes qui avaient toujours le propre qui naît de la fontaine. Privilège de l'âge pour le propre, mais bien sûr, à chaque fois qu'une décédait, on avance d'une place. Si bien que les deux dernières places, elles sont pas très bien convoitées. Ça, c'est sûr que ça C'est pas de la sourde, mais pour nous, ça sent un peu la faim. Ça sent surtout le sapin. Voilà, c'est ça. Bah oui, à chaque fois qu'on avance, on avance. C'est le début du lavoir, mais c'est le bout de la vie. Hein. Ah bah ça, oui. Mais moi, non, j'aime pas y aller là-bas, j'ai pas envie. Ah, pour toi, tu devrais avancer, Oui, je ma petite devrais dame. m'avancer, mais non. Non, 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 non. Eh, dis-donc, la belle-mère, elle lui a fait un cadeau, elle est morte la semaine dernière. Oui, elle m'a fait ce cadeau-là, comme tu dis. Elle ne fait pas un cadeau non plus tous les jours. Hein. Ah non, on va prendre la mienne en passage, parce que... Non, 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 j'ai eu assez de la mienne toute la vie. Ça. Alors, donc, le jour de la grande lessive, il y avait le passage des lavandaires professionnels qui venaient laver les draps des familles les plus riches dans tous les villages. Donc, elles faisaient le tour. Donc, nous, on était bien contents de les voir arriver parce qu'on avait des nouvelles en dehors du village. Mais nos maturins n'aimaient pas les voir arriver parce que pour eux, elles avaient mauvaise réputation. Oh, n'importe quoi. Ils disaient d'elles qu'elles blanchissaient le linge aussi vite qu'elles salissaient la réputation des gens. Ouais. Bon, on vous rassure, c'est pas du tout le cas de moi et de ma voisine. Non, Hein. on n'est pas comme ça, hein. Non, dis juste la vérité. Rien que la vérité. On s'informe et Voilà. on informe. Exactement. Le monsieur le recteur, c'est ce qu'il nous dit tous les dimanches. Ouais. La vérité, rien que la vérité. Amen. Ouais, ça. Bah, c'est un peu pareil ici. Oui, demain, sûrement, elle va nous dire encore la même chose. Ah, bah, les radotes, celui-ci, ça c'est sûr. Oui. Alors, le jour de la grande lessive, il y avait le passage des jeunes filles en âge de se marier. Non pas pour laver leurs bras, parce qu'ils n'en avaient pas encore, mais pour savoir si elles allaient se marier dans les 6 mois à venir. Donc la coutume voulait qu'elles prenaient leur épingle à cheveux et la balançaient dans le lavoir. Si elle coulait, elle ne serait pas mariée dans l'année. Si elle restait à la surface de l'eau, elle serait mariée dans l'année. Mais il y a les petites malines qui pressaient de se marier. On se demande pourquoi d'ailleurs. Oh oui, toujours, hein. Moi, je dis, vous, j'aurais jamais dû jeter la mienne. Non, moi non plus, tiens. Du maturagé, là, oula. Ah, bah, Bon, bah. Alors, elle prenait leur épingle de cheveux, elle enduisait de graisse, de beurre, de saindoux, tout ce qu'on veut. Elle la balançait dans le lavoir et elle restait à la surface de l'eau. L'épingle qui flotte, ça peut être un signe, mais c'est pas vraiment ça non plus qu'elle est très galant. Oh, Comme toutes les périodes, bas sous la coiffe, ça aide. Mais au 19e, il faut la être bas dans l'armoire. Et nous, ici, au village, on en connaît une, elle est ni bas dans l'armoire, ni bas sous la coiffe. Ça, Elle est vilaine de tous les bords. ça oui. Elle porte bien son nom, par Ah contre. oui, hein. la Squarneck. Ah, les bas oreilles, hein. Ça, Ouais, chez nous, c'est vrai, c'est les oreilles. Ah bah pour le coup, elles étaient belles, hein, mais alors qu'est-ce qu'elles étaient grandes. ça a dépassé la coiffe de beau. Ah ouais. C'était la girouette du village. On la mettait au centre, on savait quand il y avait une dépression qui arrivait, dis donc. Au sifflement des oreilles. Oui, oui, oui. Maintenant, elle est partie sur un caillou le faire. C'est vrai. Oui, elle est partie à Kergros, là-bas, du côté de l'Orient, sur un caillou qui flotte. C'est vrai. On appelle ça une île. Là-bas, non. Bah, elle s'est mariée. C'est pas vrai. Si. Un aveugle. Un manchot. Oh, aïe, aïe. Ah, il sent pas, il touche pas. Comme ça, au Ah, moins. ouais, ça. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout causé, moi, maintenant. Ah, j'ai c'est pas une la- lagadec du côté de sa mère. Oui, aussi. On sait pas trop où elle regarde non plus, ceci. Il y avait toujours un œil qu'elle est mangé dans la gamelle de l'autre. Si bien qu'on lui a mis des culs de bouteille, bah ça a pas arrangé la belle. Hein. Non. Mais il rigole, ça se voit qu'il en Oui, ah, vous, ça va, vous la connaissez pas, hein, parce que dis donc, même la
venait. Ouais. Bah, elle était courageuse, elle faisait du bon beurre. Oh, bah ça, elle savait faire. Bah, elle était pas embêtée par les galons non plus. Bah, elle avait le temps d'apprendre. Hein. Ça, c'est sûr. Ça. Bah là, la belle-mère, dis donc. Oui. Je pensais qu'elle allait tenir encore un peu plus, hein. Bah oui, c'est sûr. Hein. Mais bon, tu vois, bah oui, comme elle faisait Jeanne, là. Mais à force de boire, tu vois, le ciboulot n'allait plus trop. Hein. Ah, Elle ça, va c'est boire sûr. encore un peu plus celle-ci, tiens. Elle me dit comme ça la semaine dernière, belle vive la locale, je vais aller voler des noix. Ah bon? Oui. Mais l'autre, même enfin, on est au printemps, on est en été, dis donc. Bah ça oui, c'est ce que je lui ai dit, mais tête de nulle comme elle est. Bon, c'est vrai qu'elle t'écoute pas beaucoup. Non, bah ça, elle a jamais écouté non plus, qui que ce soit d'ailleurs. Hein. Et bah elle est descendue, j'étais ici après on avait les chemises du matin. Je l'avais, je vois la belle-mère ici descendre. La femme a décidé. La gauche sous l'épaule, jupon de laine, le chat, j'ai cru qu'elle avait mis toute la garde-robe sur elle, tiens. Oh, bah, elle était déjà assez large comme ça, on bah, avait pas en rajouter. manger, hein. Un tour de tablier tous les mois. Hop. Elle m'a coûté des sous ici, tiens. Donc j'étais là, à un moment donné, j'entends un cri et après un plouf. Oh, un gros plouf alors. Un grand plouf. Oui. Oh, mon Dieu, la belle-mère, qu'est-ce qu'elle m'a foutu encore celle-ci, tiens. Qu'est-ce que t'as fait? Oh ben j'ai attendu. D'abord, je termine de laver les chemises. Après, j'irai voir la belle-mère. Ah oui, Moi, bah, elle- travail commencé, travail achevé. Hein. Oh oui, puis au moins pendant ce temps-là, elle te cassait pas les oreilles. Oh bah ça oui. Donc j'arrive en bas après avoir fini la lessive, tout doucement. À un moment donné, je vois le sabot de la belle-mère bloqué contre une racine, pas de belle-mère. Un Ah. peu plus loin, son bout de sarrau déchiré là dans le ronce. Oh non de non. C'est pas bon ça. Et où qu'elle était, Eh Cécile? ben, je la cherchais partout, puis enfin j'ai fini par trouver. Les jupons de laine entourés autour d'elle au milieu du bladet. Elle est était plus tombée. le bout de la couée. Elle est tombée dans l'eau, Elle Cécile? est tombée dans le bladet. On a dû rigoler quand même. Ah, madame ça, non de non. Il y avait des bulles. Oula, j'ai dit, on va pas la chercher tout de suite. Garde l'espoir. Ah, voilà, aussi, il y a de l'espoir, mais je vais attendre. Il y a un peu moins de bulles, elle me criera moins dessus. Ah oui, c'est vrai, parce qu'elle était bah, braillée encore sous Oh l'eau. là 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 là. Donc j'ai attendu, moi je sais pas nager, donc j'ai pas plongé là-dedans. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? T'as appelé ton homme? Bah d'abord, oui, j'avais beau crier partout par là, je le voyais pas arriver. Il devait pas se presser non plus. Bah non. Et puis, bah, il y avait moins de bulles. Donc, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose quand même. Hein. J'ai attrapé la gaule qu'elle avait fait tomber, puis j'ai dit, belle-mère, attrapez donc. Mais la tête sous l'eau, elle n'a rien entendu. Elle aurait voulu entendre, je me... Certainement. Je lui visais les mains, elle a été mettre la tête en dessous. Un gros coup sous la tête, et ben, elle a fini tout droit au fond du blavet. Hein. Et là, il n'y avait plus de bulles, Ah bah, il n'y a plus de belle-mère. plus de belle-mère. Ah. Donc, je suis montée là-haut chercher mon mature, hein, parce que moi, le poids qu'elle faisait la belle-mère, hein, Dis-donc au moins à 4 pour la sortir. Hein. oui, bah, je suis allée le chercher et récupérer bien sûr à la taverne. Il était avec 3 compères là-bas. Le Jobic, le Forge et puis... Pas de bringue, non? Oui, Oh là. Puis il était encore sous comme un rigado. Me dis. Oui, j'espère qu'il va pas descendre ici quand même. Hein. Et alors? Bah, il est descendu aussi. Et il n'est pas trop descendu, j'espère? Bah si, il est allé jusqu'en bas. Il a fait comme la belle-mère, il a buté contre le sabot de la belle-mère, il a fait des boulets. Et lui, à un moment donné, il s'est arrêté avant. Ah, il a dû avoir moins d'élan, il est un peu moins gros quand même. Hein. Bah ça oui. Ah, oui. On aurait cru que j'avais pensé qu'il y aurait eu 2 noyés pour le prix d'un. Tiens. Bon bah la belle-mère aurait eu de la compagnie. Oh bah ça, ils auraient bien vu ensemble là-haut. Hein. Ça. Bon, enfin. Donc ils m'ont sorti de l'eau, hein. Ils ont pris la beurette et hop, remonté la belle-mère dans la beurette. Mais pendant ce temps-là, j'ai pris la clé de son armoire et je suis montée voir mon héritage. Ah, tu l'as entendu monter plus vite que t'es descendu, Ouais, toi. bah, c'est ça mon héritage, tu vois ça. La belle-mère, elle aurait dû aller gauler des mois plus tôt. Hein. Ouais, tu mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, c'est son héritage. Oh bah, elle devait pas te couper les ongles de pied depuis un bout de temps. Hein. Ah, ça, feignante jusqu'au bout des ongles. Hein. Si elle aurait été en vie, vu le fessouet qu'elle avait pris, je lui aurais bien fait une culotte fondue, tiens. Tu veux pas pour ta belle-mère la culotte fondue? Oh bah non, surtout qu'apparemment ça se fait plus. Comment ça se fait plus? Bah figure-toi, t'inquiète pas, je pars pas, je mets mes bébés tout ici. Je me mouille partout. Alors figure-toi que la Louison, Cécile, c'est qui chante toujours. Oui. Eh ben, elle est revenue l'autre fois, elle a ramené du savon. Oui? Et elle a ramené des nouvelles culottes fondues. Ah bon? Ah bah là, pour être fondues, elles sont ouvertes. Hein. C'est des strings. Des strings? Quoi cette affaire-là? Oh Madou, tu verrais ce que c'est.
D'abord, j'ai pas compris. Moins il y a de tissu, plus c'est cher. C'est pas vrai. Ça, c'est sûr. Et puis, figure-toi qu'en fait, c'est un bout de ficelle de chanvre qu'on te met dans les fesses. Hein? Comme ça, hop, directement dedans. Oh, oui, ça fait mal tout machin. Ah bah ça va quoi, finir coupé en deux. Hein. Comme un rôti, ça. Ah, par contre, c'est pratique. Hein. Un coup dans le lavoir, tu les suspends dans la cheminée. Hein. Eh ben ça. Parce que le recteur soit très content, mais bon, lui. Hein. Et puis, elle me montre ça et je lui dis, mais enfin, tu portes ça tous les jours? Elle me fait, ah oui, oui, et tout. Et puis je lui dis, mais le galant, elle fait, ah par contre, le galant, il aime pas trop, il s'endort. Je lui dis, ah bon? Elle fait, ah bah oui, tu parles. Le temps qu'il aille trouver la culotte dans la fesse. Ah bah ça. Parce que, du coup, elle me disait, bah oui, avant, quand on avait la culotte fendue, il fallait aller chercher la fesse dans la culotte. Bah Ça se trouve facilement. Oui. Surtout que la Louison, elle a quand même, hein. Mais bon, là maintenant, il faut qu'il aille chercher la culotte dans la fesse. Ah, comme ça. Ça met un peu plus de temps, si bien qu'il s'endort sur elle. Avec ma belle-mère, on a mis 15 jours. Oh oui, au Le moins. fessouet qu'elle avait. Oh, bah des vrais fouilles archéologiques. Oh, dame ça. Oui. Oh, je juste. Ah oui. Alors, bah, remarque, ma belle-mère, j'ai plus prendre la culotte fendue que le string parce que moi, je ne mettrais pas ça sur elle. Hein. Oh non, ça lui irait pas non plus. Ah, Elle voilà. prend du fessouet aussi. Oh, ça, c'est sûr qu'elle prend du fessouet. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je l'ai plus sous le dos, je suis bien tranquille. Ben, dis donc, elle était plus toute jeune, hein, Ah remarque. bah là, c'est 52 ans, la belle-mère. Elle avait bien vécu, Ah hein. bah oui. De toute façon, après 50 ans, elles sont bonnes à aller au cimetière. Oh, pauvre feignante, mais des dents de vraie langue de vipère. Ah oui, 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 elle sert plus à rien. Non, ça fait que manger et se plaindre toute la journée. Ah oui, ça, c'est sûr. Ah, comme on dit chez nous, bien qui gère. Ah bah, vieille qui tient, hein. Comme ça. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'elle tenait chez toi, hein. Oh, bah elle dit, quand elle est venue habiter à la maison de Mathieu, on dit, t'inquiète pas, elle est bien malade, elle passera pas l'hiver. Bah, l'hiver a duré 6 ans toujours. Hein. Ah, il y en a qui sont plus longues d'autres quand même. Ça, oui. Tu dis ça, mais la mienne, elle est encore plus vieille, hein. C'est l'âge qu'elle a, non? Elle est 61, hein. Oh, oui. Ah, mais c'est un ancêtre. ancêtre. Oui. Je vais passer avant elle. Pour ça. Moi, je vais aller voir le bon Dieu avant et ça continue. Elle m'épuise. Mais je vais l'envoyer gauler des lois, je crois. Bah, ça, oui. Ah, puis en plus, celle-ci, elle commence un peu à yoyoter du cerveau, hein. Ah, là. Bah, à force de boire, ça, c'est sûr. Ah, bah, ça, c'est sûr qu'il y a trop de bulles qui sont montées d'un coup. D'ailleurs, je pense que ta belle-mère, c'est l'eau qui l'a tuée. Hein. Oui. Trop d'eau d'un coup, elle a pas aimé. Hein. Du coup, l'autre fois, elle me dit, elle est toujours en train de se plaindre ici aussi, hein. Oui. Assise sur son siège là-bas, à regarder tout ce qui se passe. D'ailleurs, elle me dit, belle fille, jette plus clair. Je trouve que quand elle est près de la fenêtre, elle jette bien pourtant, hein, parce que ça, elle fait un sacré rapport. Hein. Et ben, elle me dit, je jette plus clair. Je lui dis, allez voir le jetiste à beau. Bah, bien sûr. Non, celle-ci, elle m'a traité d'inculte, figure-toi. Comment ça? Dis donc, j'ai quand même été à l'école pendant 1 an. Bah, ça. Eh ben, elle me dit, figure-toi qu'on dit pas le jetiste, on dit l'oculiste. Oh, elle sait plus où elle a mal, ta Tu belle-mère. vois? Eh, c'est clair qu'elle sait plus où elle a mal, hein, ça c'est sûr. Remarque, à force de rester assise sur son siège là-bas, Oui. elle a les fesses tellement dures et tellement tassées, ça va bientôt finir chez l'oculiste. Madame, oui. Un vrai sel de derbatus, les fesses. Bah, ça. Je te jure, hein, les belles-mères, hein, Comme ça. c'est une vraie galère. Oh, bah oui. Alors, on ne choisit pas comme le Mathurin. Hein. Ça, c'est... D'ailleurs, la Scornec, je sais pas à quoi elle ressemble sa belle-mère, mais elle était vilaine aussi. Hein. Bah, ça. Parce que je suis allée à la noce, Oui, raconte donc ça. Figure-toi que je suis allée à la noce sur ce fameux caillou là-bas. Oui, c'est comment cette affaire-là? Ah bah déjà, c'était à Lorient. Fallait aller jusqu'à Lorient, on a mis 3 jours. Oh, ouais, oh, je sais qu'elle allait vendre son bain, on faisait l'aller-retour dans la journée. Ah mais tu sais, les hommes, ils savent toujours la route. Tout le temps, ils savent la route. Ils ont le meilleur itinéraire. Ah oui? Mais au lieu de prendre des raccourcis, ils prennent des rallongements. Ah oui? Et il me dit, t'inquiète pas, je connais la route, j'y vais tout le temps. Quoi. À mon avis, les femmes, elles sont d'accord avec moi. Puis t'as pas intérêt à dire quelque chose, hein. Lui, il sait directement sa route, toi, tu peux rien dire. Ah ben, il a pris la route des tavernes. Ah ben, Dieu sait qu'il y en a entre Lorient et Kistinic. Hein. Mon Dieu, si bien qu'on a mis 3 jours. Ouais, bah, Et on d'accord. était avec le Frouez. Oui? Bah, du coup, le Frouez, tu sais pas quoi, il a appris à lire. Comment ça? Dès qu'il voyait une taverne, il s'arrêtait Oh, systématiquement. bah oui, mais j'ai cru qu'il était intelligent, celui-ci. Ah, il est intelligent, le Frouez, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, on est arrivé à Lorient quand même. Et là, on me dit, madame, faut prendre le bateau. Ah, voilà, j'ai dit, bon, on n'est pas sorti d'auberge. Alors, on m'a dit 2 choses surprenantes. Quoi? J'ai appris comment donner à manger aux poissons. Comment ça? Et surtout, j'ai appris que mon Mathurin, il avait le pied marin, dis donc. Ah bon? Ah bah oui, parce qu'il tanguait tellement avant de monter sur le bateau que quand il est monté dessus, ça a rééquilibré. C'est pas vrai. Ah
c'est sûr, on lui a dit, oh bah dis donc, il a le pied marin. Je fais, oui, bah là surtout la descente facile. Mais bon, oui, j'ai appris comment donner à manger aux poissons, dis donc. Et comme nous, comme on donne aux cochons, non? Rien à voir. Non. Comment ça? Marin, c'est un métier de feignant, ça on le sait depuis des années. Mais bon, Oui. Et alors? là, ils ont dit manger avant de monter sur le bateau. Ah bon? Ils disent ça sera plus facile pour la traversée. Ah bah j'ai vu, hein. On a mangé, ça c'est sûr. Oui. Après ils nous ont dit, bah allez-y, allez voir la belle, parce que c'est la mer là-bas. Oui. Allez voir la mer, comme ça vous donnerez à manger aux poissons. Mais ça ils l'ont pas dit. Ils ont juste dit, allez voir la mer. Je l'ai tellement vu que j'ai tout rendu ce que j'avais mangé, dis donc. C'est pas vrai. Il y avait tous les poissons qui étaient au bord. Non. Si, si. C'est comme Alors- ça qu'ils nourrissent, ça va. Ah oui, puis après, on dit que marin c'est dur, mais là-bas, figure-toi que Quoi? c'est pas très dur. Parce que la mer, là-bas, ils s'en occupent tellement mal qu'elle fait que partir et on sait jamais quand elle revient, dis donc. Tu t'arrives, elle est là, tu vas boire un coup, tu reviens, elle est plus là. Oh non de non. Eh oui. C'est pas possible cette affaire-là. Je te jure, Et dis bien. heureusement que le Blavet il fait pas ça. T'imagines, ma belle-mère, elle aurait eu l'idée d'aller sauter dans le Blavet quand l'eau elle était plus là. Tu l'auras toujours sur le Oh dos. non, mais non, c'est pas vrai. Oh, oui, heureusement qu'on s'en occupe bien. Ah oui, hein. Alors, du coup, on a traversé, j'ai rendu tout ce que j'avais mangé. Oh, Ah bah tiens, ça j'ai rendu, j'ai vomi, la bouillie de miel y est passée, hein. Tu peux être sûr. ça. Alors on est arrivé à la noce quand même. Oui. Et puis là on arrive, j'avais faim, moi d'où j'avais faim. Je pensais manger des crêpes quand même parce que là ce qu'on a cassé des bonnes crêpes aussi, hein. Ah bah ça. Ah bah non, on a mangé des cailloux, figure-toi. Quoi? On a mangé des cailloux des mers. Caillou des mers. Ouais. Quoi cette affaire-là encore? Ah bah t'en as dans l'assiette, tu crois que c'est pour décorer, puis en fait faut les manger. Non. Ah si, puis mon maturin est tellement pas fino et pas fini non plus, que celui-ci il a pris le caillou, il a croqué. Il avait 4 chicots, il en a plus qu'un. Non, c'est pas possible. Eh si, le pauvre est déjà pas beau avant. Ah bah il est mieux de derrière que de devant, quoi. Ah oui. Plus de dents, plus de cheveux, il est chauve et denté. Bah là j'ai tout gagné, hein. Il n'y a plus grand chose à prendre. Hein. Ah ça. Et puis là, du coup, il y a un monsieur qui était à côté de nous. Ah, c'était un gars de la ville, hein, bien habillé par les Français et tout. Il me dit comme ça, mais ma petite dame, vos cailloux, faut les ouvrir. Comment ça? Ah bah tu les prends. Oui. T'as un couteau parce que les femmes là-bas elles ont des couteaux. Hein. Oh non. Eh si, ça par contre c'est bien. Et puis du coup, il nous dit, vous ouvrez le caillou. Et ben c'est les boyaux qu'il y a à l'intérieur que tu manges. Il y a des boyaux dans les cailloux maintenant. Ah oui, et c'est ça que tu gobes. Parce que tu Comment mets dans ta ça? bouche, Oui. hop, et tu fais et tu bloques, et ça passe. C'est pas possible. Ah si, et les boyaux là-bas, bah, ça ressemble pas aux boyaux des vaches ici qu'on utilise. Hein. Ça ressemble à ce que tu sais quand tu te mouches. Oui. Mais bah c'est pas un peu pareil. Nom de Dieu, ils sont pas fiers quand même. Et de mon ça. maturin qui était complètement sous, il a regardé, il a fait ah tiens, je crache pareil après une nuit de débauche. Ah bah dans ça. Tu Ah vois. ben. Alors du coup, bah, moi j'avais pas très envie de manger les cailloux des mers, si bien que j'ai donné ça au voisin, celui qui m'avait dit de les ouvrir. Oui. Eh ben il a beau être de la ville, bien habillé, tout ça, bah il s'est pas compté le pauvre garçon. Comment ça? Il me dit, je lui donne mon assiette et il me dit merci ma petite dame pour vos huîtres. 12 cailloux que j'avais donné. Des voleurs. Des voleurs. Ah bah dans ça. Et puis en plus ça, ils font ça avec du beurre râté, figure-toi, ils servent ça avec du beurre blanc. Non, mais mon beurre il est jaune. Bah oui, Quand mais là... il est blanc, je vais donner au cochon, je vais pas ça sur la table, non pas. Ah bah non, mais en même temps, faut les comprendre, hein, les vaches, à force de voir la mer partir et revenir comme ça, elles ont tous les boyaux qui tournent là-dedans, ça fait du beurre blanc. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Du coup, on est revenu plus vite que plein. Bah, sauf le maturin, lui, il est plein de chez plein, ça c'est Bon, sûr. moi dis, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai assez tapé son drap de la belle-mère. C'est vrai, moi aussi. Et puis j'avais prévenu de pas rester là, non? C'est vrai. Allez. Ah, tu prends un tout loin, je prends un tout près, on fait l'inverse. Fais l'inverse. Attends, j'ai dit quoi? Ah, t'as pris le tout près. Donc. Voilà, allez hop. Et hop, c'est à toi. Non. Les femmes, elles savent laver, hein, ça. J'adore les hommes qui regardent à côté, non pourvu qu'elles me prennent pas. Et l'instrument de la mort. Ah, je l'aime bien, lui. Ah, je l'aime bien, moi aussi. Hein. Ah oui, enlevez votre boîte à images, enfin qu'on est enfermé dedans pour des siècles et des siècles. Ouais, mais je sais pas où c'est qu'on voyage comme ça. Dis donc, l'autre fois, je suis partie en Australie. C'est après Van, c'est tout ce que je sais. T'es resté au village et t'es parti en Australie. Ouais, c'est Ah pour bah, ça comme ça.
C'est pour ça que ça me plaît pas les boîtes à images. Bah non, ça. Et il paraît qu'il y a même des boîtes à causer où t'as les sonneurs qui sont dans la boîte et ils sonnent comme ça. Oh ouais, j'appelle ça des téléphones. Ah oui. Oh, bah dis. Mais et puis il est le mien. Un genou dans le carotte, mais ils attendent quoi, ceci Oh, là? eh mais dis donc. Oh, c'est dur cette affaire-là quand même, hein? On aurait du mal. Eh bien, ils se sont fait avoir par leur tailleur, ceci. Hein. Oui, le sabotier est passé par là. Ah ouais, ils ont fait des pantalons longs ici. Hein. Ça. Non mais dis donc. Attends, moi j'ai trempé le drap dans l'eau. Hein. T'as vu, ça fait 10 minutes qu'on le fait, ils sont pas capables de reproduire. Là, ils savent pas écouter et regarder en même temps. Oh là, d'être assis comme ça. C'est ma jupe qui est trempée dans l'eau, j'ai mon homme qui est au bistrot. Ah, ça y est. Bah, ça. Il y a le signe. Chez moi, j'appuie sur le bouton, c'est la veille. C'est pas de la pâte à pain, vous pouvez savonner maintenant. Hein. Ah, en religion, on interdit le savon. Ah, c'est pour ça que vous sentez fort. Je plaisante. Oui, moi aussi. Alors on tape sous le doigt aussi fort qu'on pense à sa belle-mère. Ça aide parfois. Oula, oula, oula. Tu sais ce que j'ai appris? C'est la Louise, c'est la Stéphane. Parce que maintenant elle est plus à Rennes, elle est montée à la grande capitale à Paris. Ah oui? Et à Paris, il y a les ponts et chaussées là-bas. Ah oui? Oui. Ils sont par équipe de 10 à travailler, il y a 2 qui travaillent et les autres qui regardent. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Bah, il paraît qu'elle fait le trottoir. Ah ouais. Les hommes font les ponts, les chaussées, elle font le trottoir. Mais bon, c'est pas la peine d'aller à Paris là-bas pour faire ça. Hein. On vient ici, on la voit, on est deux à travailler, il y a tout ça qui nous regarde. Oui, puis elle a dit qu'elle était souvent en RTT. Ouais, c'est comme des vacances. Oui, c'est des retiens tout le travail. Ouais. Je suis aussi dans la RTT. Ouais, les RTT ils doivent connaître. Maman, moi, je connais pas de RTT toujours. Votre belle-mère est dans le coin? Du tout. Ah bah alors ça fait plus fort. C'est pas la parité. Elle saura fort. Et tous ceux qui viennent? D'où vous venez? Normandie. Oh là là. Qu'est-ce que t'as pris là? Il va finir à l'eau, lui, hein. Ah, l'eau de juice. Et là, il vient d'où? De nulle part. De l'Oise. Oh, c'est après, Ah voilà. oui. Ah, nous, le cheval, dès qu'il entend plus parler breton, il fait demi-tour. Alors, ça. Bon, tu vas te ton drap, toi, et puis le pays riche. Je vais le laisser encore un peu. Oui. Regarde-moi ça, il parle ou il travaille, mais il s'arrête toujours pour faire l'un des deux. Formation Ça, professionnelle. comme j'ai dit. Hein. Ah, mais nous non plus, on n'est pas des lavandières professionnels. Non. Nous, on cause comme les professionnels, mais on ne tape pas comme les professionnels. En même temps, c'est le droit de la belle-mère, alors. Bon, oui, c'est Allez. je me suis pas embêtée avec. Hein. Ah, bah, t'as bien aujourd'hui le Je suis vue passer là, la vieille grappe, pour pas qu'elle revienne. Je vois ça. Oh, ma oui, aussi. Celle-ci, parce que j'ai pas envie. Mon Dieu, j'ai dû prendre un tour de tablier. J'ai ma jupe qui fait que claquer comme ça. Le bouton, il part Oh, vite. non, dedans. J'ai les bulles du site qui me restent sur le ventre. Si Ah, bah, ça fait d'accord. exploser le bouton. À ce rythme-là, je vais finir comme ta belle-mère. Oh, bah, et comme la Diane, oui. Ça. Bon, allez, c'est bon. Hop. C'est pas le tout, mais bon, il va falloir que j'aille au beurre aussi. Hein. Ah, ben, il va falloir que j'aille faire des crêpes. Hein. Ah, bah, ça. Prenez ça, donc. Bon, on va pas tordre le mien parce que j'ai peur qu'on l'abîme encore trop. Faut mieux éviter. Merci beaucoup. Avec qui porte bien. Ah, tu sais qu'il y a une Maouizo du côté de Bubry. Elle dit qu'elle fait 1200 tours minutes quand elle tord son bras. Ah bon, c'est qui? La mère Denis. Elle est pas de tomate ici, dame. Je ramène pas le bois. Quoi? Ils sont venus par mon pas.
Et donc pour l'instant, c'est la première étape du beurre. La crème, c'est la crème qu'on a récupérée à l'aide de la cuillère le lendemain de la traite. Donc toute la crème remonte à la surface du seau, donc on récupère la crème à l'aide de la cuillère. Et après, ça va passer par une deuxième étape, puis une troisième étape. Donc pour l'instant, la première étape, la crème. Alors aussi, en 1879, il y a un Suédois du nom de Alpha Laval qui a inventé les crémeuses. Alors les crémeuses, c'est un grand récipient gris où l'on renverse le lait et il y a deux sorties, une pour le lait et une pour la crème. Et on laisse encore une nuit la crème au frais. Plus la crème est vieillie, plus le beurre prend facilement. Donc en fait, il ne faut pas une crème du jour. D'une part, on mettra plus de temps à faire le beurre et on aura moins de beurre. Donc il faut au moins une crème de 48 heures. Alors bien sûr, avec les crémeuses, on récupère plus de crème qu'à la main. Alors même si elle a été créée en 1879, les crémeuses, elle est apparue 50 ans plus tard dans les petites fermes. Donc jusqu'à la Première Guerre mondiale, dans les petites fermes, ils ont récupéré la crème à l'aide de la cuillère. Et les crémeuses n'existaient que 100 ans. Donc il y a les coopératives laitières et laiteries qui se sont créées. Donc ils ont voulu avoir le monopole sur la fabrication du beurre. Donc ils ont plus ou moins interdit la vente des crémeuses dans les petites fermes. Qu'à ça tienne, on n'a pas des crémeuses, et bien tant pis, on reprend l'ancien système. On récupère la crème à l'aide de la cuillère, mais on fera le beurre. Donc ça s'épaissit de plus en plus. Alors là, c'est la baratte à pilon qu'on appelle aussi ribotte. Donc le pilon, c'est le morceau de bois. Donc le cercle du bas a la même circonférence que font la baratte. S'il est trop grand, il n'ira pas baratter jusqu'au fond. Et s'il est trop petit, il ne barattera pas suffisamment de crème. Donc il faut avoir le même diamètre. Et bien sûr, le petit couvercle par-dessus pour éviter de recevoir trop de crème. Donc elle peut être beaucoup plus grande, mais comme moi j'ai que 1 litre de crème, donc j'ai pas besoin d'une grande baratte. Et elles étaient bien sûr en bois. Donc dans une baratte, on met le 3/4. Parce que quand on arrive à la deuxième étape, ça prend beaucoup de place dans la baratte. Donc ça c'est au 19e, mais au 20e, c'est la baratte à manivelle. Donc si vous êtes passé au grenier à grains, vous avez dû voir la baratte à manivelle qui est la plus connue. Alors quand la baratte à manivelle est apparue, eh bien les enfants n'étaient pas très contents parce qu'ils étaient réquisitionnés, chacun à leur tour pour faire le beurre. Alors on va regarder un petit peu. Voilà, ça c'est presque fait, c'est la deuxième étape en fait. L'étape crème chantilly. Donc c'est là la période la plus dure, c'est là que le pilon fait bien ventouse au fond de la baratte. Donc quand on arrive à la deuxième étape, ça va assez vite. Alors la durée pour faire le beurre, ça dépend de la température extérieure, de la quantité de crème, de la qualité de la crème. Donc ça peut varier de 10 minutes, voire 1h30, 2 heures. Bon, je vous rassure, je ne vais pas rester tant que ça de temps, ça va aller assez vite. Alors paraît-il qu'à l'époque, ils mettaient une pièce d'or au fond de la baratte pour que le beurre prenne plus vite. Alors est-ce que quelqu'un aurait une pièce d'or? Personne? On peut peut-être essayer avec la carte de crédit, on ne sait jamais. Hein. Alors, mais franchement, si vraiment ils avaient une pièce d'or avec eux, je pense qu'ils l'utiliseraient autrement que de garder pour faire le beurre. Alors le gourance du beurre, ça vient de la nourriture des vaches. On dit que le meilleur beurre, c'est le beurre de printemps, parce qu'on donne de l'air fraîche du printemps aux vaches. Donc les meilleurs. Et la couleur du beurre, ça vient de la nourriture des vaches. On dit que pour avoir un beurre bien jaune, il fallait donner de l'ajonc pilé à manger aux vaches. Donc tout à l'heure, à 4h40, non, 3h40, mon collègue vous récupérera pour ceux qui veulent suivre. Il vous expliquera tout sur le broyage de l'ambre et sur le postier breton. Alors là, donc on pouvait mettre de l'ortie au fond de la baratte, ça donnait un goût, ça donnait du beurre jaune, des pousses de noisetier, ça donnait un goût de noisette au beurre. Donc chaque personne essayait de faire en sorte que le beurre soit meilleur, parce qu'en fait toutes les femmes dans les fermes faisaient le
le beurre et elles allaient toutes vendre le beurre. Donc du coup, ça faisait beaucoup de beurre à vendre. Là, on entend comme un petit bruit d'eau au fond de la baraque. Donc c'est le début de la troisième étape. Donc la troisième étape qui est en fait la séparation du beurre et du bas beurre, qu'on appelle aussi les ribots, les deux barattes, petits laits, les battus, les barattés, les deux beurres. Mais le vrai nom c'est bas beurre, c'est la définition qu'on retrouvera dans le dictionnaire. Et non, le nom les ribots. Alors le lait ribot, il laissait 2 jours en un goût amer, acidulé, et il le consommait avec des crêpes, des bouillies, des galettes, des châtaignes, quand c'était la période des châtaignes. Et les enfants qui étaient chétifs, ils étaient nourris au bas beurre. Très pauvres en matière grasse, mais très riches en protéines. Et ça, c'est le bas beurre. Alors, j'ai encore de coller dessus, donc je vais continuer. Donc tout ce qui est en bois est mouillé avant pour éviter que le beurre colle dessus. Donc moi, dans ma baraque, j'ai 1 litre de crème. Et avant, il fallait entre 28 et 30 litres de lait pour avoir 1 litre de crème. Maintenant, avec 20-22 litres de lait, on peut obtenir 1 litre de crème. Parce que la nourriture des vaches est plus riche, plus consistante. Et avec 1 litre de crème, j'aurai entre 250 et 500 grammes de beurre. Alors, c'est pas parce que la crème sera épaisse que j'aurai plus de beurre, ni trop liquide, il faut que ce soit entre les deux. Donc, épaisse et liquide, j'ai eu les deux cas. Et n'avoir qu'un tout petit moule comme ça. Et entre les deux, avoir presque 2 moules. Alors, je vais regarder très souvent pour éviter de barater trop longtemps parce que ça peut revenir comme au départ. Alors, il y a des superstitions autour du beurre, comme dans tous les domaines en Bretagne. Elle mettait du sel autour de l'étable pour conjurer le mauvais sort, en cas où la voisine aimerait jeter un sort sur les vaches pour pas qu'il y ait de crème dans le lait. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de crème, pas de beurre, pas de beurre, pas de vente, pas d'argent. Parce que c'était quand même un bon revenu supplémentaire qui arrivait dans la maison. Donc avec cet argent, elles achetaient d'autres ustensiles de cuisine, des tissus pour se faire des vêtements. Donc ça aidait à améliorer le quotidien. Donc le beurre se faisait de très bonne heure le matin. Parce que quand on commence à faire le beurre, on va jusqu'au bout. On ne barate pas 10 minutes et on se dit j'ai oublié d'aller faire quelque chose, je vais aller le faire. Et je reviendrai plus tard continuer le beurre. Non, ça ne marche pas comme ça. Dès l'instant où on commence à faire le beurre, on va jusqu'au bout. Sinon ça retourne comme au départ. Donc on a travaillé pendant 10 minutes pour rien. Donc maintenant je vais le travailler pour enlever le restant de la beurre. Comme on fait maintenant, mais pour la conservation. Et ils pouvaient mettre autant de sel qu'ils voulaient, parce qu'ils étaient exonérés de la gabelle, l'impôt sur le sel. Grâce à Anne de Bretagne, quand elle s'est mariée au roi de France, elle avait exigé. De pourquoi beurre salé en Bretagne et beurre doux dans les autres régions. Je mélange bien pour avoir du sel partout dans le beurre. Alors bien sûr, après, écoutez, si le beurre était assez salé, avait le goût des ongles ou leur épingle à cheveux, et moi, c'est une question d'habitude. Là, je vais faire le moule. Donc j'ai comme modèle une fleur. Donc chaque personne avait son propre modèle pour qu'on reconnaisse sur le marché. Alors s'il n'y avait pas de moule, il faisait une motte de beurre et il dessinait un modèle dessus. Soit avec la cuillère toute simple, ou soit avec la cuillère qui avait directement le modèle.
Alors, on va voir si ça va marcher. Il est assez mou. Voilà. Merci. Là, je peux fermer ma petite branche. Alors, vous allez pouvoir venir goûter le beurre. Alors, pas avec votre épingle à cheveux ni le bout des ongles. Hein. Moi, j'ai du pain. Hop. Je suis ici au village au feu de bois. Et donc après, bah voilà, mon collègue il est là, il vous attend si vous voulez le suivre pour des explications. Voilà, il est là. Et moi, je pose des petits gobelets. Ah bah dis donc, c'est à vous qu'il faut donner de l'argent, hein. Complément, et mesdames, faut les nourrir, ces hommes. Donc messieurs, je vous propose plutôt qu'on aille chercher une crêpe que de vous donner de l'argent, parce que ça sera peut-être mieux, hein. Bon, on peut applaudir les 4 bourrins quand même. Alors un petit mot sur les instruments de musique, peut-être que vous ne connaissez pas l'étrange instrument dont joue Johan. Donc c'est une bombarde, un instrument typique de la région, Bretagne. Alors c'est un modèle qu'on trouve aussi un peu partout dans le monde. Hein. On en trouve en Afrique du Nord, en Turquie. Alors c'est pas tout à fait les mêmes instruments. Enfin c'est le même modèle aussi qui fait sortir le cobra de sa corbeille. Vous avez déjà tous vu ça. Tel qu'il est présenté là, il était joué qu'en Bretagne. Alors à l'époque, on les construisait en buis, les bombardes. Et puis au fur et à mesure, on a pris un bois plus exotique, un bois africain. Donc c'est de l'ébène maintenant. La plupart des bombardes sont tournées en ébène. C'est le même principe que le hautbois. On souffle à travers une anche double, mais c'est quand même beaucoup plus puissant. Vous avez remarqué, hein, c'est un instrument qu'on entend de loin. Bon, il faut quand même avoir un certain souffle du coffre pour pouvoir prétendre en jouer quand même.
c'est pas donné à tout le monde. Alors, la bombarde, au 19e siècle, elle est toujours accompagnée d'un autre instrument traditionnel de la région, qui s'appelle le biniou cause. Le biniou, c'est une petite cornemuse, hein. À la différence de la grosse cornemuse écossaise, avec 3 grands bourdons, le biniou est plus petit, ne possède qu'un seul bourdon. Et donc ces deux instruments-là sont inséparables au 19e siècle. L'un ne peut pas jouer sans l'autre, le biniou répondant à la bombarde. C'est ce qui les a fait presque disparaître, puisque au début du XXe siècle, il y a un nouvel instrument qui est arrivé en Bretagne et qui a créé une certaine concurrence avec les joueurs de bombarde et de biniou, c'est l'accordéon. Puisque l'accordéon peut faire le travail et de la bombarde et du biniou à lui tout seul. Ce qui fait que quand des mariés voulaient inviter des musiciens à animer leur bal de noces, eh ben, bien souvent, au début du siècle, ils ont commencé à prendre plutôt des accordéonistes que des joueurs de bombarde et de biniou, puisqu'il suffisait de rémunérer un seul musicien, tandis qu'auparavant, il fallait rémunérer et le joueur de bombarde et le joueur de biniou. Donc ça leur coûtait moins cher. Alors du coup, ces deux instruments-là ont connu une perte de notoriété, se sont essoufflés, leur pratique s'est essoufflée, si bien que les joueurs de bombarde et de biniou en ont beaucoup voulu aux accordéonistes. Et pendant très longtemps, on a appelé l'accordéon en Bretagne Bucht an Diol, ça veut dire la boîte du diable. Donc ça montre bien le mépris qu'on avait pour les accordéonistes aussi à l'époque. Alors, ce qui a fait le succès aussi de l'accordéon, c'est qu'avec lui sont arrivées de nouvelles danses en Bretagne, souvent des danses en couple comme les mazurkas, les valses, et ça a beaucoup plu aux Bretons. Hein. Donc de nouvelles danses, pas très appréciées par contre par l'Église là encore, parce que des danses en couple, c'est un peu trop subjectif pour l'Église. Enfin, les Bretons en avaient cure, ils préféraient donc se réfugier dans les cabarets derrière les bars, dans les salles spéciales pour aller danser ce type de danse avec les accordéonistes. Donc en hommage à l'accordéon et aux nouvelles danses qui sont arrivées en Bretagne, donc dans les années 20 et 30, on va vous jouer une mazurka. On va revenir à des danses plus traditionnelles de la région. On va aller dans le centre des Côtes d'Armor pour faire une danse qui ne servait pas qu'à se divertir, mais qui avait une vraie fonction pour le travail. On va faire la danse pline qui servait à tasser la terre battue des maisons. Donc quand on refaisait le sol de chez soi, qui était fait donc de terre battue, on enlevait tous les meubles, on invitait tous les voisins du village et on venait donc danser la danse pline, une danse où on saute bien à plat sur le sol pour l'aplatir. Alors ça pouvait durer très longtemps, c'est pourquoi elle était dansée donc, de façon très serrée. Hein, les danseurs se tenaient bien serrés pour faire le moins de mouvements possible et pas trop, enfin plutôt s'économiser en vue d'un dur labeur. On essayait de joigner l'utile à l'agréable, c'était plus sympa de faire ce travail-là en dansant, bien entendu. Donc voilà, la danse pline.
Alors cette fois on va faire la danse Kochtorwet. C'est une danse qu'on dansait dans un tout petit périmètre et qui était pratiquée par peu de gens, ce qui fait qu'elle a failli disparaître. Alors, c'est une danse, la pratique s'est essoufflée. Ça se dansait entre le département des Côtes-d'Armor et celui du Morbihan, hein, à cheval entre les deux départements. Et puis c'est une danse qui a connu un second souffle, on va dire, avec l'arrivée des Fechnoz, hein, ces fêtes de nuit là où on danse toute la nuit des danses traditionnelles. Et puis, donc en fait, parce que paradoxalement, elle est compliquée et elle attire les danseurs. Plus une danse est complexe, plus le danseur a envie de l'apprendre. Ce qui fait que maintenant, le Kochtorwet est arrivé une des danses préférées des Bretons. Kochtorwet, ça veut dire à l'orée du bois en breton, parce que c'était dansé à l'origine près d'une forêt. Voilà. Alors, le rouet. Donc, il faut sans cesse relancer le fuseau pour qu'il y ait une torsion. Alors, le fuseau, c'est un instrument très ancien. Il y a déjà plusieurs millénaires d'utilisation derrière lui. On utilise encore, plus chez nous en France, mais dans d'autres pays du monde. Alors, on fait du chant, le lin et la laine encore aujourd'hui au change. Voilà pour le fuseau. Après, il y a un instrument beaucoup plus moderne, c'est le rouet. Le rouet, il a été inventé en Asie au milieu du Moyen-Âge. Celui-ci est un peu plus perfectionné, il a 150 ans. La seule chose que j'ai à faire, c'est pédaler. Je viens pincer le fil, je tire et je lâche. Alors j'étire, mais avec les deux mains. Il faut que ma main gauche elle vienne étirer aussi de son côté la laine. Après, on fait quoi maintenant?
encore. Ah, efficace. Donc on a fait ça, la carte d'identité. Chez les hommes, c'est une façon de broder sur le vêtement ou un petit motif sur le vêtement qu'on savait qu'ils étaient de telle commune. Et plus on avait des velours sur soi, plus on était considéré riche. Donc ça montrait son rang social. Donc les femmes, elles avaient toujours les cheveux longs pour faire des perruques, pour faire un chignon. Et aussi, à un moment donné, elles coupaient leurs cheveux pour aller les vendre, pour faire des perruques pour les dames de la haute société. Pas de petit profit. Alors, les deux élèves, bien sûr, de la sous-coiffe, toujours une sous-coiffe, étaient aussi amidonnés. Et on va retenir la coiffe et la sous-coiffe en même temps par les deux élèves. Donc, on attache bien ici le chignon. Et ici, on met une épingle. Et on va mettre une épingle ici et là. Donc, du coup, ça reste raide. Donc, on appelait ça la crêpe, la coiffe de l'Orient. Et à Groix, c'est la même, sauf qu'en repassant, on va lui donner la forme plus ou moins relevée. C'est le repassage qui fait qu'on va donner la coiffe qu'elle doit avoir, la forme de la coiffe qu'elle doit avoir. Comme on donnera en repassant la forme de la collerette. Alors, donc là, j'ai repassé pendant un quart d'heure, là à peu près. Je vais dehors, il se met à pleuvoir. Où je suis au lavoir et avec la voisine, il y a une petite dispute qui éclate. Voilà ce que ça fait. D'où pourquoi on ne met pas les coiffes amidonnées tous les jours. Vous imaginez, vous êtes dans le champ en train de travailler, tout de suite une averse. Et voilà, ce que ça fait. Donc du coup, en général, dans semaine, elles avaient une sous-coiffe, tout ça, comme ça, ou une coiffe qui ne permettait pas d'avoir de l'amidon, d'être amidonnée. Donc vous avez dû voir à la maison des costumes la différence entre quoi de semaine et quoi du dimanche. Donc voilà, là, ça serait par l'étape, ça serait à recommencer. Et donc du coup, pour les mariages, quand elles avaient un mariage, elles ne faisaient pas de shampoing la veille, pour bien garder leur coiffe. Parce que quand on fait juste un shampoing, on sait que sa coiffe, elle glisse facilement. Et pour eux, c'était en fait la coiffe qui était la partie du costume le plus important, qu'elle mettait le plus en valeur. Donc les cheveux bien tirés en arrière, 4 épingles, hein, la coiffe bien mise, il ne faut pas que ça parte par le ventre. Parce que sinon, si ça partait par le ventre, c'était une honte pour elles. Alors les repasseuses, eh bien, elles avaient plusieurs fers qui chauffaient en même temps. Grâce à la cloche de repasseuse, là, où il y a 7 fers qui chauffent en même temps. Et il est chauffé au bois. Donc celui-là, c'est le même principe, il est chauffé au charbon. Donc on prend le premier, il est arrivé froid, on va prendre le suivant, on va faire le tour. Du coup, on ne perdait pas de temps parce qu'il chauffait au fur et à mesure. Alors les repasseuses étaient dans un local pas plus grand que le mien, peut-être 5, 6, voire plus à travailler. Pas beaucoup d'aération, donc vous imaginez l'été, la chaleur qu'il pouvait y avoir dans la pièce avec tous les feux des cloches de repasseuses, le rejet de gaz carbonique qu'il pouvait y en avoir. Donc c'était pas un travail tout repos non plus pour elle, 10-12 heures d'affilée à travailler. Donc là-haut, vous avez d'autres fers, fer voyage, fer enfant. Alors fer enfant ne sont pas des fers qu'on achetait pour les enfants, pour leur Noël ou pour leur anniversaire. C'était pour le métier de représentant. Au lieu d'avoir le gros fer carreau, par exemple, à travailler toute la journée, on leur fabriquait des modèles pour aller en démonstration, d'une part. Et ensuite, ça a été utilisé par les femmes pour repasser des pièces plus petites, plus fragiles. Par exemple, sur les tenues des enfants. Les petites dentelles, par exemple, sur les robes de baptême. Parce que les enfants aussi étaient habillés de la même manière. De la même manière, les garçons et les filles, jusqu'à l'âge de 7 ans. En robe et bonnet. Parce qu'à 7 ans, c'est l'âge de raison. Donc on commençait à travailler d'une part, et donc vous avez droit à leur petite tenue après. Et ensuite, comme la mentalité infantile était très importante, et bien moi, on disait qu'à 7 ans, ils étaient plus ou moins sauvés, on pouvait investir dans l'événement. Donc là-haut, vous avez aussi les fers carreaux électriques. Donc soulevez-le, vous allez voir qu'il est très lourd. Donc ça faisait son poids, d'où pourquoi c'était utilisé que par les tailleurs. Donc les acteurs de l'époque. Voilà, j'ai fait le tour de mes explications sur l'enseignement. Merci. Vous allez dire que vous avez fait comment? Tout le monde n'est pas de la campagne. Il y en a qui croient que le lait, ça sort du frigo.
Ah bah oui. Non mais, sauf que le lait, il sort de... Avant d'être en brique, il est là. Donc non, il faut nettoyer les trayons et tirer le premier jet de chaque quartier. Donc la mamelle est divisée en 4 parties. Donc là, il y a 4 trayons, c'est une partie différente. Et s'il y en a une partie malade, on peut le séparer pour récupérer les 3 autres. Donc il faut nettoyer avec une lingette ou un linge humide. À l'époque, il y en a même qui crachaient sur leurs mains pour nettoyer. Hein. Au 19e, c'était pas... Maintenant, à l'heure actuelle, on nettoie quand même. Et après, tirer les premiers jets pour voir s'il n'y a pas une maladie. Donc moi, je vais m'occuper de tout ça pendant que mes collègues vont faire l'explication. Et moi, je m'occupe d'elle pour faire la traite. Et je vais vous tirer du lait pour que vous en buviez un petit peu. Du lait tout chaud en plus. Mais il n'y a pas de micro-ondes à l'intérieur, hein, je vous l'ai dit. Hein. En place. Mets-toi en place. Allez. En place. Encore. 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 Voilà. Donc après, c'est pas bien compliqué. Pour faire la traite, il faut prendre le crayon comme ça, pincer avec 2 doigts et appuyer. Ouais, enfin c'est facile. Et là, donc les premiers jets dans la main, le lait est blanc, il n'y a pas de cailloux, donc il n'y a pas de maladie. Voilà. Rien à signaler, vous allez pouvoir boire. Oh non, moi je veux. Du lait, bien sûr. Hein. Donc, pendant que Samuel est en train de vous tirer un broc de lait, donc je vous présente le magnifique et imposant troupeau de poulefetans. Non mais j'en fais partie, c'est pour ça imposant. Alors je ne sais pas si on dit un troupal au singulier. Bon, on n'a qu'une seule vache, on est un peu triste parce qu'on en avait 2 jusqu'à dimanche dernier. Malheureusement il y en a une qui nous a quittés. Donc c'est Vanille. Vanille qui a fait un veau donc il y a 1 mois maintenant. Puisque pour que les enfants, pour qu'une vache fasse du lait, il faut qu'elle fasse un petit veau avant. Alors c'est une pinoire bretonne. Les pinoires bretonnes, c'est une espèce de vache qu'on élevait dans le sud de la Bretagne, Finistère Sud, Morbihan du Sud, on en élevait jusqu'en Vendée. C'est un modèle de vache qu'on a élevé à partir de la fin du 19e siècle plutôt. Et la bretonne pinoire a plusieurs caractéristiques. Je suis pas une mouche, Mémette. Hein. La première, c'est qu'elle est courte sur pattes. Vous pouvez vous apercevoir que c'est une petite vache. En réalité, elles font à peu près 1,10 m au garrot en moyenne. Alors pourquoi elles étaient petites? Parce qu'elles n'avaient pas la même alimentation que les vaches d'aujourd'hui. Au 19e siècle, le paysan breton, il laissait ses vaches souvent dans la lande. La lande, c'est le terrain en pente, sec, rocailleux que vous avez derrière le village. Donc elles crapahutaient là-bas, elles grignotaient en réalité plus qu'elles ne mangeaient. Et donc fatalement, elles grandissaient peu. Et elles étaient surtout au 19e siècle plus maigres que le spécimen que vous avez devant vous, qui elle a la chance d'être au pré toute la journée. Donc c'est pas comme au 19e siècle. La deuxième caractéristique, c'est qu'elles ont des cornes en forme de lyre. Un instrument de musique, on pourrait presque mettre des cordes, jouer de la musique sur leur tête, ça fait partie de leur particularité. Donc les enfants, là encore, même si elle a des cornes, ce n'est pas un taureau. Bah ouais, parce que maintenant on voit dans les champs des vaches sans cornes, des cornes à la naissance en fait pour pas qu'elles se blessent entre elles. Ce qui fait que, mais à l'origine, hein, toutes les vaches ont des cornes bien sûr. Alors donc chaque paysan breton dans le secteur ici, il avait 1 ou 2 vaches qu'il élevait, donc bien sûr pour son lait, qui produit, donc la pinoire bretonne produit, alors attention aux pierres qui tombent, ça peut blesser des personnes, d'accord? Qui produit au plus fort de sa lactation entre 10 et 15 litres de lait par jour, donc en fait ça suffisait pour le paysan de l'époque. Il y avait assez de lait, assez de crème dans son lait pour pouvoir fabriquer son beurre
Et c'est important la fabrication du beurre parce que c'est ce qu'on va aller vendre sur le marché de Beau le samedi. Et ça va être notre rentrée d'argent hebdomadaire. Donc il ne faut pas le louper. C'est donc très important. Donc ça suffisait au 19e siècle. Malheureusement, avec le mouvement d'industrialisation de l'agriculture qu'il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale, à partir des années 50, eh ben, il y a de nouvelles vaches qui sont arrivées en Bretagne et qui produisaient beaucoup plus de lait. Alors, dans un premier temps, les Normandes, qui sont descendues en Bretagne, qui produisent 2 fois plus de lait que la Bretonne Pinoire. Et puis, dans un deuxième temps, ça a été les Hollandaises, les Primolstein, maintenant qu'on voit dans tous les champs bretons, ou presque. Alors, elles sont noires et blanches aussi, mais elles n'ont rien à voir, à part la couleur, avec les Bretonnes Pinoires, puisqu'elles sont beaucoup plus grandes, elles sont plus maigres aussi. Elles ont plus de cornes et puis elles produisent jusqu'à 40 litres de lait par jour. Donc ça n'a plus rien à voir avec les 10 à 15 litres de lait de la Bretonne Pinoire. Ce qui fait que les paysans de l'époque, hein, il faut bien les comprendre, ils ont préféré élever ce type de vache et ils ont mis de côté la Bretonne qui a failli disparaître. Elle a été sauvée grâce à une association de la Pinoire bretonne qui s'est créée et puis donc avec plusieurs paysans bio qui se sont attachés à cette vache pour la fabrication du beurre comme autrefois et puis aussi du fromage. En fait l'excellent fromage avec le lait de la Pinoire bretonne puisque c'est un lait très riche en matière grasse, hein, jusqu'à 40% de matière grasse. Même si au 19e siècle on n'en faisait pas de fromage en Bretagne, ne me demandez pas pourquoi. On faisait que du beurre. Donc voilà, grâce à ça, on a réussi à la sauver. Maintenant, on compte environ 1500 vaches mères à l'heure actuelle. 1500 vaches mères, c'est relativement cohérent au niveau génétique pour faire partir l'espèce à nouveau. Il y a moins de problèmes de consanguinité et on peut partir plus sereinement sur l'espèce. Alors, il y a des vaches du secteur qui n'ont pas la chance d'être sauvées. À Poulfetan, au 19e siècle, on élevait de la pie rouge bretonne. Il y a encore une autre vache, une armoricaine, qu'on a créée au XVIIIe siècle. Elle, on n'en compte plus que 300. Donc vous voyez, c'est pas toujours gagné quoi, pour sauver ce type de vache du XIXe siècle. Voilà, trêve de bavardage. Vous allez pouvoir goûter maintenant l'excellent lait de vanille, qui n'a pas le goût de vanille, je tiens à préciser parce que je sais qu'on me demandera. Alors, plusieurs précisions. Bien sûr, Samuel vient de le traire, donc il n'a pas été écrémé, il est entier. Et puis il n'a pas été pasteurisé non plus, donc il est cru. Ce qui fait qu'il est déconseillé, puisqu'il est très allergisant, aux femmes enceintes, aux nourrissons, et puis aux personnes allergiques au lait. Mais ça, j'imagine que vous vous en doutez. Voilà, pour tous les autres, vous allez pouvoir goûter le lait. Alors les enfants, moi ce que j'aimerais bien, c'est que vous ne vous asseyez pas sur le mur. Alors, on va vous servir, par contre les personnes qui auront eu un petit verre de lait, je vous invite à vous mettre derrière, comme ça sera plus simple, ceux qui n'ont pas eu pourront... Ah, il y en a. On fait comme si on transpirait. Quoi? On fait comme si on transpirait. Non, laisse le vent. Elle est trop stressée avec les personnes. C'est pas évident.